connaître comment sont arrangées les entités à l'intérieur des solides, des liquides et des gaz. Donc bien savoir que pour les solides, on est dans un état compact, puisque les différentes entités sont serrées, et dans un état également ordonné, puisqu'ils vont être alignés d'une certaine façon. Ensuite, pour les liquides, vous avez là aussi un état compact, mais cette fois-ci, les entités sont un petit peu plus libres de se déplacer, de glisser les unes sur les autres. Elles ne sont pas ordonnées. Et enfin, le gaz qui, lui, est carrément désordonné avec un état dispersé, c'est-à-dire que les entités ne sont pas compactes, elles sont espacées les unes par rapport aux autres et elles sont en mouvement permanent. Par exemple, dans l'air, les molécules de l'air en permanence bougent et en permanence vous percutent. Donc vous voyez que pour passer de solide à liquide et à gaz, on est dans des états de plus en plus dispersés, avec des molécules ou des entités de plus en plus en mouvement, de plus en plus agitées. Donc essayez de bien connaître les différents noms des changements d'état. Voilà, bon, je ne vais pas les reprendre avec vous. Et puis, autre chose, donc, attention de ne pas confondre transformation physique et transformation chimique. Dans une transformation chimique, quand on avait fait le chapitre sur les transformations chimiques, on avait vu que les espèces chimiques changeaient, c'est-à-dire qu'à partir de certaines espèces chimiques, on obtenait de nouvelles espèces chimiques. Alors que pour les transformations physiques, les espèces chimiques ne changent pas. Par exemple, si vous avez de l'eau solide, elle se transforme en eau liquide, mais ça reste de l'eau. Et puis donc, ces changements d'état, on peut les représenter, les écrire sous la forme d'une équation, comme on le faisait pour les transformations chimiques, avec donc l'espèce chimique dans son état de départ, une flèche, l'espèce chimique dans son état final. Ensuite, paragraphe 2, les transformations exothermiques et endothermiques. Là aussi, c'est du vocabulaire qu'on avait déjà vu sur le chapitre sur les transformations chimiques. Ça nous permet de revoir un petit peu. Qu'on avait vu dans les transformations chimiques que quand la température augmentait, on pouvait, ah puis ça ne va pas partir. On pouvait, quand la température augmentait, on pouvait dire qu'on avait affaire à une transformation exothermique parce qu'en fait, le système chimique libérait de l'énergie vers le milieu extérieur, ce qui faisait augmenter la température du milieu extérieur. Ben, ça va être pareil pour les transformations physiques. Vous voyez que quand le système libère de l'énergie vers le milieu extérieur, on va avoir la température du milieu extérieur qui augmente et donc on va parler de transformation exothermique. Donc ça va concerner ces trois changements d'état, la liquéfaction, la solidification et la condensation. Et à ce moment-là, l'énergie qui est échangée, on va dire qu'elle est négative. Ça, c'est par convention. On a choisi le signe négatif pour les énergies qui sont libérées. C'est-à-dire que notre système, s'il libère de l'énergie, c'est qu'il en perd. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un signe négatif pour compter l'énergie qui a été libérée. Ensuite, au contraire, si l'énergie reçoit de l'énergie thermique du milieu extérieur, à ce moment-là, le milieu extérieur va avoir une température qui va diminuer et on sera sur une transformation endothermique.
C'était exactement la même chose pour les transformations chimiques. Et donc ça va concerner la fusion, la vaporisation et la sublimation. Voilà, et cette fois-ci, dans ce sens-là, quand le système reçoit de l'énergie thermique qui a été échangée, comme c'est une énergie qui a été gagnée par le système, on va la compter en positif. Voilà pour ces deux premiers paragraphes. On fera la suite après avoir fait l'activité 3.